Après nous avoir accordé une interview à Paris, le président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Afim-Guessan, nous reçoit en sa demeure à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je tiens là entre les mains 13 feuilles qui résument son discours à la faveur de la fête de la liberté. C'était à Abengourou le 30 avril 2022. Et justement, ce discours que je tiens entre les mains, c'est celui que nous allons décrypter, nous allons analyser ce discours. Mais bien avant, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comment vous vous sentez justement après avoir célébré la fête de la liberté en avril dernier, le 30 avril dernier, à Abengourou justement? Mais on se sent serein et rassuré par la mobilisation qui a été enregistrée à Abengourou. C'était un défi important et je pense que le parti a relevé ce défi. En tout cas, 20 000 personnes, c'est ce que disent les chiffres officiels. C'est ce que disent les chiffres qui ne sont pas nos chiffres, mais ceux de la police. Et vous, vos chiffres? Ben, je pense que nous sommes dans les mêmes estimations. Ok. En tout cas, rassembler plus de 20 000 personnes à Abengourou, pour vous, comme vous l'avez dit, c'était un défi. Dans quel sens? Mais dans le sens où le Front populaire ivoirien a connu un moment important en août 2021, avec la rupture que les uns et les autres ont notée. À partir de ce moment, ce que l'opinion attend de savoir, ce que pèse le FPI sans ceux qui sont partis, et en particulier sans la présence du président Laurent Gbagbo. Est-ce que véritablement le parti est encore fort, les militants sont toujours restés au Front populaire ivoirien, ou est-ce qu'ils ont pris leur distance? Voilà. Donc ça, c'était vraiment la question que toute l'opinion se posait. Et c'est la question que nous-mêmes, nous avions le devoir de vérifier et de répondre, à laquelle nous avions le devoir de répondre. Et je pense que la mobilisation que nous avons enregistrée montre bien que la rupture n'a pas sonné le glas du parti, qu'il est là, qu'il est fort, que les militants sont restés majoritairement au Front populaire ivoirien. Parfait. On va s'intéresser à votre discours. Ce discours tient en 3 chapitres. Hier, aujourd'hui et demain. C'est ça. Je l'ai tellement décrypté, je l'ai tellement lu. On va s'intéresser à la motion de remerciement. Dans cette motion de remerciement, on retient juste qu'il y a eu un seul pays, on va dire, étranger, voilà, qui est venu, c'était le Niger. Comment ça s'explique justement qu'il n'y a pas eu d'invité de la France, ou encore, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que le PS bat de l'aile en France, mais l'international socialiste qui, chaque fois, a toujours été, on va dire, aux assises du FPI. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des invités Non, parce que nos amis étaient en campagne électorale. Vous savez bien qu'il y a eu les élections présidentielles. Et donc, toute l'élite du parti était mobilisée dans cette campagne. C'est ce qui explique leur absence. Mais nous avons reçu des messages, comme nous avons reçu des messages lors du congrès de novembre 2013. Donc, nos camarades étaient de cœur avec nous, mais ils étaient sur d'autres fronts et ils n'ont pas pu être présents. Par contre, nos amis du Niger étaient là. Nous n'avions pas prévu de faire de cette fête une fête internationale où on inviterait tous les amis à travers le monde, au Mali, au Burkina, au Sénégal, etc. Il y a quelques-uns que nous avons invités. Et comme nos rapports sont particuliers avec le PNDS du Niger, donc, et que par ailleurs nous avions un panel que nous avons organisé sur la question de lutte contre le terrorisme, pour lequel nous avons souhaité avoir l'expérience du Niger en la matière. Donc, un camarade du Niger est venu représenter le PNDS au panel et à la fête. Vos camarades de France, vu qu'on en parle, quel commentaire sur la débat carrément du PS en France lors des dernières élections? Oui, mais c'est une situation, la situation que vit le Parti socialiste montre bien que dans un parti politique, il faut construire la relève, il faut construire l'alternance. Si ce parti ne se donne pas les moyens de construire une relève suffisamment aguerrie, suffisamment connue, il y a toujours des passages à vide. Il y a toujours une traversée du désert. Le temps que de nouveaux leaders émergent, qu'ils s'imposent sur la scène nationale pour pouvoir, je dirais, incarner le renouveau du parti et une nouvelle espérance pour le pays. Et je crois que c'est ce vide-là que le PS français vit. Et c'est ce vide que le Front populaire ivoirien, heureusement, n'a pas connu. Mais c'est ce vide que d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire vont connaître. Lorsque leurs leaders charismatiques vont prendre leur retraite, vont s'effacer, on va noter un vide, on va noter qu'il n'y a pas une relève qui a été préparée, qui soit suffisamment aguerrie,
et qui peut continuer de porter le parti et l'espoir des militants et des Ivoiriens. Et donc, c'est toujours une menace pour tous les partis politiques. Et je crois que après les leaders charismatiques comme le président Mitterrand et autres, on voit qu'il y a depuis le moment du président Hollande qu'il y a quelque chose un problème qui se pose en termes de leadership. Et le parti en paye le prix. C'est clair. Votre parti, vous en parlez à l'entame de votre discours. Je m'intéresse à ce que vous dites là. L'enveloppe, manifestement, n'est pas vide. N'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure, elle va bientôt déborder. Vous commencez par ça. Ça fait partie des mots introductifs. Pourquoi une telle allusion à cette enveloppe dont on avait parlé? Mais je vous l'ai dit, c'était le défi de la fête de la liberté. Voilà. Et ce mot-là n'est pas de notre fête. Voilà. Ce mot est au centre de la rupture de août 2021. C'est le mot de vider l'enveloppe qui est au centre. C'est le mot de réduire le Front populaire ivoirien à sa plus simple expression, qui est au centre de la rupture. À partir de ce moment, toute la question, c'est de savoir si effectivement ce présage s'est concrétisé, cette prédiction s'est réalisée, ou au contraire, si le parti reste fort, si l'enveloppe reste pleine. Et donc, la mobilisation, ça devait être un test de la qualité de l'enveloppe, de la densité de l'enveloppe. Et donc, il était tout à fait important de le mentionner à l'endroit de ceux qui étaient dans l'attente de vérifier ce que pesait le Front populaire ivoirien après le 9 août 2021. Voilà. Et donc, on ne peut pas ne pas considérer cela comme l'enjeu de cette fête et passer sous silence cette dimension de la mobilisation. Et dans la suite, vous dites justement, c'est vrai que nous n'avons plus au pied ce boulet du populisme, de l'extrémisme, ce boulet qui nous empêchait de prendre notre envol, qui brouillait notre image. Ça s'adresse à vous directement. Mais lorsque vous employez les mots d'extrémisme, de boulet pour vos amis d'hier, quel commentaire vous en faites? Non, il n'y a pas de commentaire. Si nous nous sommes séparés, c'est par rapport à un certain nombre de questions précises. Voilà. C'est par rapport à la question, par exemple, de la réconciliation nationale, par rapport à la posture du parti après la crise de 2010-2011. Est-ce que nous nous engageons dans la voie du dialogue politique et de la réconciliation, ou nous nous enfermons dans une logique de refus, d'affrontement? Ça aussi, c'était au centre de cette crise. Nous incarnons la voie du dialogue, de la négociation, pour trouver des solutions à tous les problèmes qui nous divisent. Nos camarades nous reprochaient cette posture, nous reprochaient de participer aux jeux politiques, de participer aux élections. Parce que pour eux, il faut refuser toute participation, il faut s'enfermer dans une logique de rupture, etc. Donc, c'est tout cela qui constituait la dissidence. Et août 2021 est venu clarifier, est venu séparer ceux qui étaient pour la rupture, pour la confrontation permanente, pour la radicalisation des positions, et ceux qui sont pour le dialogue, pour la recherche de solutions négociées aux différends qui nous opposent, pour un jeu politique apaisé, pacifié, civilisé. On va arriver au 9 août 2021, vous en parlez depuis, et cette séparation que vous qualifiez de brutale, on va en parler, mais toujours dans l'énoncé de votre exposé, justement, vous dites, c'est en son nom que nous nous sommes engagés dans la clandestinité. Et là, forcément, vous ne voulez pas mentionner le nom du président Laurent Gbagbo. Pourquoi, à cette étape de votre discours, vous refusez délibérément de mentionner son nom-là? Non, mais parce que je ne parle pas de lui. Quand nous nous sommes engagés dans la clandestinité, c'est au nom de la Côte d'Ivoire, je suppose. Okay. Moi, je me suis engagé en politique au nom de la Côte d'Ivoire pour apporter ma contribution à la transformation de ce pays, au développement de ce pays. Et nous avons rencontré, dans le cadre de ce mouvement, d'autres cadres ivoiriens, plus ou moins éminents, avec qui nous avons cheminé, notamment le président Gbagbo. Donc, quelque part, lui n'a pas motivé, vous, votre engagement en son temps? Non. Pas du tout. Non. Vous, c'était par rapport à la Côte d'Ivoire? Par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à mes propres convictions. Okay. C'est vrai que ces convictions, je dirais, rejoignaient celles du président Gbagbo,
Mais personnellement, je l'ai rencontré en 1988, alors que j'étais au Front populaire ivoirien depuis 1986. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est dire que je n'ai pas été recruté par quelqu'un. Moi-même, je suis allé à la rencontre de cette organisation qui était en construction. Par rapport aux valeurs Par rapport aux valeurs que je porte, par rapport à ma volonté de participer à la lutte pour la modernisation politique, économique et sociale de notre pays. Mais forcément, ici, il y a une phrase qui interpelle. Quand vous dites, mais il n'existe pas au FPI d'homme providentiel, nous n'avons jamais eu vocation à l'idolâtrie et à la vénération. Ça s'adresse à qui? Ouvertement. Mais ça s'adresse à tous ceux qui, en définitive, après avoir mené ce combat contre le parti unique, contre Houphouët-Boigny, en 90, reviennent à des postures que nous ne reconnaissons pas. Voilà. Des postures ou ce qu'on appelle l'egoïsme. Pour nous, c'est en contradiction flagrante avec les motivations de notre engagement, avec le combat que nous avons mené. Voilà. Pour que la Côte d'Ivoire se modernise et qu'il n'y ait pas d'homme providentiel, mais que la politique ivoirienne soit menée sur la base des idées, des projets politiques, et non autour d'individus, quel que soit ce que ces individus ont pu apporter à notre pays. Donc, c'est vraiment dépersonnaliser la vie politique. Dépersonnaliser la vie politique. Recentrer la vie politique sur les valeurs, sur les projets politiques, sur les idées, et non autour des hommes. Et ne pas considérer qu'il y a d'hommes providentiels. Voilà. Parce que dans tous les cas, l'action politique est une question d'équipe, une question de projet. Voilà. Et donc, même si un leader politique oriente, porte suffisamment, avec suffisamment d'efficacité, de talent, le projet politique, mais ce n'est pas lui qui fait le combat politique. C'est l'ensemble du groupe. C'est le projet qui est porté qu'il faut surtout privilégier. De manière à ce que les hommes passent, mais que l'idéal reste et soit mené par d'autres générations de militants politiques. Lorsque vous faites appel à de tels épithètes très très forts, et dans la suite encore vous dites même, pour cette raison, nous ne serons jamais un parti clanique, tribaliste, représentant d'une communauté, d'une région, d'une ethnie, un parti replié sur lui-même. Nous serons toujours le parti de toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité sociale, ethnique et religieuse. Nous sommes le parti de la diversité. Justement, lorsque vous sur le plan narratif, on voit ce que vous dites, mais si on veut décrypter de manière axiologique quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une certaine rancœur? Et je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, cette séparation n'a pas créé d'autres sentiments? Non, pas du tout. Qu'on ne pourrait nommer ici quelque part? L'objectif, au plan communicationnel, c'est de dire aux Ivoiriens ce que nous sommes. Ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes. Et c'est important. C'est important que les Ivoiriens connaissent l'identité politique, idéologique de cette formation. Mais lorsque vous faites ça, lorsque vous dites ça, par exemple, on peut faire une emphase. Peut-être que c'est une manière pour vous de tenser vos anciens camarades, par exemple. Non. De militer dans un parti peut-être clanique ou encore tribaliste. Non, on peut faire cette emphase. Prendre prétexte, de m'appuyer sur cette rupture pour dire, voilà ce qui a été à la base de notre rupture, voilà ce que nous n'avons pas accepté et voilà ce que nous sommes. Et ça, c'est important pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, demain, auront à choisir un homme politique ou une organisation politique par rapport à ses valeurs, par rapport à son identité, par rapport à son projet pour la Côte d'Ivoire. Et il faut que notre identité soit claire. Donc, vous vouliez dire que l'ancien FPI était en train de se tribaliser quelque part? C'est ça. Il était en train de se tribaliser. Et la crise que nous avons connue a aussi une dimension tribaliste. Quand certains, pendant cette crise, disent qu'il a créé son parti politique, ça veut dire que ce parti-là appartient à un groupe, à un clan. J'ai connu, j'évite de revenir sur un certain nombre de pressions qui ont été exercées contre certains cadres qui sont au FPI, pour des raisons ethniques. Pourquoi vous êtes avec AFI? C'est pas votre place. Mais excusez-moi, Monsieur le Président, si vous permettez. Donc, il est important même si on n'en parle pas, parce que de toute façon, nous voulons dépasser cela, qu'on sache que ce parti-là, ceux qui sont là, sont ceux qui ont refusé le tribalisme. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi. Quand vous dites ça, on a du mal à vous croire, d'autant plus que vous, en tant que Pascal Affi-N'Guessan, vous avez hérité quand même du poste de président du Front populaire ivoirien en 2000. Bien sûr. En 2000, est-ce qu'en ce moment,
s'il y avait du tribalisme au sein du FPI, vous n'auriez pas hérité de ce poste-là. Bien sûr. Il y avait les Niaka et Oreto autres qui auraient pu être président du FPI. Ou bien d'autres personnes, les Danon Djédjé et autres, mais vous avez été président du FPI. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez parler de il aurait fallu rester fidèle à l'acte posé en 2001 jusqu'au bout. Et que, pas que en 2013, en 2014, on essaie d'introduire au sein du FPI ce qu'on n'a pas fait en 2001. C'est ça le vrai problème. Donc c'est cette dérive tribaliste-là que nous dénonçons de la part d'une partie de ceux qui nous ont combattus pendant cette période-là, de la dissidence. La dissidence, il y a deux dimensions dans la dissidence. Il y a une dimension opportuniste, des gens qui voulaient profiter de la crise pour pouvoir s'emparer du parti, et une dimension ethnique, des gens qui considéraient que le parti est leur propriété et que pas question que quelqu'un qui n'est pas issu de ce camp-là prenne la direction du parti. Et heureusement, beaucoup de militants, je dirais la grande majorité des militants, n'a pas accédé à cette vision. Ceux-là sont restés fidèles au FPI, tel que nous l'avons conçu. Un parti de tous les Ivoiriens qui partagent les valeurs du socialisme, et c'est ce qui a sauvé le parti. Si véritablement la grande majorité des militants avaient abondé dans le sang du tribalisme, je ne sais pas ce que le FPI serait devenu aujourd'hui. Au final, avec cette conclusion, on a l'impression que tous les partis politiques ivoiriens sont cousus du même fil. Puisque au RHDP, on parle de tribalisme, on parle du vouloir au pouvoir. Vous dites qu'au niveau du PPACI, aujourd'hui, qui était l'ancien FPI, c'est les BT. Bon, au final, je n'ai pas prononcé ce mot. Non, mais c'est la déduction qu'on peut faire, hein. Oui, mais c'est la déduction qui n'engage que vous. Oui, mais c'est une déduction parce qu'il faut pas dire les choses à demi-mot. Non, mais je suis d'accord. Mais je voudrais quand même que vous portiez la responsabilité de cette déduction. Il n'y a pas de souci. Tout soit clair, que c'est vous qui faites cette déduction. En tout cas, je pense que certaines personnes pourront faire la même déduction que moi. Donc, au final, vous les hommes politiques, on va dire, votre offre politique aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est de nous montrer des partis qui sont, on va dire, qui restent toujours d'un ancrage ethnique, c'est ça? Oh, non, c'est d'abord de montrer que nous ne sommes pas dans l'ancrage ethnique. C'est ça qui est important. Voilà. Ce qui est important, c'est de nous présenter aux Ivoiriens sous notre vrai jour. Voilà. Sous l'image d'un parti qui a rompu avec du parti de tous les Ivoiriens, du parti des idées, du parti du projet politique, du projet de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parti qui est ouvert à toutes les tendances ethniques, à toutes les tendances régionalistes, etc. Nous ne sommes pas dans les extrêmes. Nous voulons être le creuset de rassemblement de tous les Ivoiriens qui partagent l'idée de la renaissance de la Côte d'Ivoire, à la fois au plan politique et institutionnel, au plan économique, au plan social et au plan diplomatique. Là, on tend vers la fin du premier tableau, qui est hier. Ouais. Et vu que vous parlez du président Laurent Gbagbo comme un homme d'hier, d'aucuns pourraient vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait impasse sur sa personne dans ce discours, surtout de la première partie, pour un homme d'hier qui se retrouve dans votre discours présent. Oui, on pourrait poser la question. De toute façon, pourquoi ne pas faire impasse on ne peut pas faire l'impasse. Faire l'impasse, même, c'est, je dirais même, quelque part, faire injure au président Gbagbo. Ce n'est pas un homme sur lequel on peut faire l'impasse. Il est un acteur majeur de la vie politique ivoirienne de ces 30 dernières années. Et à partir du moment où il est encore dans la vie politique, personne ne peut faire l'impasse sur même si c'est pas des thèmes élogieux, parce que les thèmes que vous employez pour le figurer dans votre discours, ce sont des thèmes qui sont assez... Non, pas du tout. Je dis seulement qu'il faut dépasser ce stade. Et de toute façon, je n'hésite pas à le dire que ces trois anciens, qu'il s'agit du président Gbagbo, du président Bédi et du président Ouattara, que leur temps est passé. Voilà, qu'ils ont pu apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'ils pouvaient apporter, qu'il faut aujourd'hui passer à une nouvelle génération. Ça, je le dis en toute honnêteté, d'autant que les conflits qui sont nés entre ces trois leaders font que leur présence dans le jeu politique et une éventuelle candidature en 2025 serait un gros risque pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour cela que, au nom de la paix sociale, au nom de l'unité nationale, il devrait se positionner à un autre niveau. Il devrait aujourd'hui se consacrer à unir les Ivoiriens, à réconcilier la Côte d'Ivoire. Ce serait leur dernière grande contribution, je dirais, à l'histoire de notre pays. Et moi, personnellement, c'est à ce niveau que je les vois, mais pas dans une compétition électorale où on va retrouver Bédié, Gbagbo et Ouattara face à face. Ce serait le match retour. Et je vois pas comment
une telle compétition pourrait aboutir à des élections apaisées et qui vont voir un dirigeant élu dans la transparence. Donc aujourd'hui, il y a eu tellement de problèmes, et ça c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, tellement de problèmes entre eux. Bédi a des choses à reprocher, je l'ai dit d'ailleurs à Yamoussoukro à l'occasion d'une cérémonie où j'ai été distingué ambassadeur de la paix. Bédi a des choses à reprocher à Ouattara. Il considère que c'est à cause de lui qu'il a perdu le pouvoir en 99. Gbagbo a encore plus de choses encore à reprocher à Ouattara. Parce que, à cause de lui, il a fait 10 ans, et au bout de 10 ans, on l'a déclaré innocent. Si demain, Gbagbo est face à Ouattara dans une élection, qui va vouloir perdre cette élection? Tout sera mis en œuvre pour le match retour. Et Ouattara sait aussi le risque d'une défaite. Si Gbagbo gagne, ou si Bédié gagne. Donc lui aussi mettra tout en œuvre pour éviter une défaite. Donc forcément, même la campagne électorale, ce serait un grand chamboulement. Voilà. Même la campagne électorale. C'est vrai que votre positionnement, vous positionnez comme un président intermédiaire. Et en même temps, lorsque vous faites le décryptage de la candidature de ces 3 anciens-là, et quelque part, c'est comme si leur présence allait créer encore une certaine crise. C'est sûr. Forcément. Ça, c'est personnellement mon appréhension. Leur engagement dans une élection va créer nécessairement, obligatoirement, une crise. Ça, il faut pas tenter le diable. Voilà. Donc, pour vous, pour que la Côte d'Ivoire se débarrasse de ces années de crise, il faut que ces 3-là débarrassent le plancher. Tout simplement. C'est la solution. Débarrasser le plancher, mais qu'ils soient là comme un consortium qu'on peut venir consulter. Qui se positionne à un autre niveau, qui se réconcilie d'abord entre eux et qui le réconcilie les Ivoiriens. S'ils veulent vraiment être utiles à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, mais que le retour du président Gbagbo n'a pas créé le déclic qu'on attendait en termes de réconciliation. Puisque les militaires sont toujours en prison. Que lui-même, même ses propres émoluments ne sont pas débloqués. Ça veut dire que il y a encore des risques. L'unité n'est pas revenue, la confiance n'a pas été restaurée. La Côte d'Ivoire n'a pas tourné la page des événements de 2010-2011. C'est en cela que vous dites dans votre discours que son arrivée a été un non-événement quelque part? C'est ça. Pour moi, ça devait être l'événement. Si ça avait débouché sur la réconciliation. Et la matérialisation de cette réconciliation, ça devait être la libération de tous les prisonniers politiques. Soit parce que les uns et les autres auraient posé les actes qu'il faut, auraient tenu les propos attendus pour qu'on passe à cette phase qualitative à travers la libération de tous les prisonniers, le règlement des problèmes administratifs, financiers, etc. Malheureusement, on n'a pas vu ça. Mais dans cette dynamique, pour vous, qui fait preuve de mauvaise foi quelque part? Tout le monde a sa part de responsabilité. Parce que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il arrive à rencontrer le président Alassane Ouattara, on estime que ces questions ont pu être abordées et être évacuées et trouver solution. Donc, si ça n'a pas été le cas, qui fait preuve de mauvaise foi, selon vous? Bon, mais je pense que, vous savez, pour pouvoir arriver à la paix, il faut des pas de part et d'autre. Il faut des pas de part et d'autre. On ne peut pas attendre les pas uniquement du président Gbagbo ou uniquement du président Ouattara. Mais que les deux personnalités soient conscientes qu'il faut qu'on dépasse un certain nombre de tensions, de conflits, de frustrations, et qu'on scelle une réconciliation sincère. En ce moment-là, cette rencontre aurait pu aborder ces questions essentielles. Le président Gbagbo peut faire le pas, comme le président Ouattara en tant que chef d'État peut aussi dire, bon, voilà, pour telle raison, voilà les actes que je pose. Mais pour cela, il faut que la confiance existe. Parce que aucun d'eux ne peut faire un pas s'il n'a pas confiance. Mais le pas était déjà fait, non? Tout de même, cette rencontre, c'était un pas assez majeur. C'est un pas majeur, c'est important, mais pas suffisant, puisqu'on voit bien que ça n'a pas cassé le mur de méfiance et ça n'a pas débloqué totalement la situation d'incompréhension, si on peut parler ainsi, qui existe, puisque un certain nombre de partisans du président Gbagbo restent toujours en prison. Et ça, c'est le signe qu'il y a encore un pas à franchir. pour qu'on ait la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Parfait. On va continuer quand même le fil de notre interview par rapport aux différents thèmes que, là, pour terminer rapidement sur le premier chapitre qui est consacré à hier, on va terminer par cette citation québécoise là. Vous dites, les Québécois aiment utiliser une expression que l'on peut transposer à notre cher pays. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. In fine, vous dites tout de même, mais nous avons aussi aujourd'hui des motifs de consolation au-delà de vraies raisons d'espérance. Pour vous, quelles sont ces raisons? Oh, mais les raisons, c'est que, comme vous-même vous le dites, il y a eu des pas.
il y a eu des pas. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la situation de 2010-2011. Il y a le retour du président Gbagbo. Ça a apaisé dans une large mesure tous ses partisans. Ce n'est plus la CPI, on a tourné il y a le dialogue politique qui a eu lieu et qui a mobilisé l'ensemble des acteurs politiques. Justement, ce dialogue-là, on en parle de plus en plus. Et donc, ce sont des pas importants. Excusez-moi, mais ce dialogue politique, de plus en plus, on en parle. Mais quelles ont été les décisions majeures qui ont été prises, qui peuvent amener à une certaine décrispation véritable et à se dire, aujourd'hui, on va évoluer dans une atmosphère saine politiquement parlant? Bon, quelles ont été les décisions majeures? Bon, la décision même de participer est une décision importante. Parce qu'en 2019, le PDCI n'a pas participé au dialogue. Les EDS n'ont pas participé au dialogue. Ils l'ont boycotté après l'ouverture. Or, en 2021, ils sont là, 22, ils sont venus, ils ont participé jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Ensuite, tout le monde a signé le rapport final. C'est aussi un engagement. Donc, il y a un nouveau contexte. Et même lorsqu'on regarde à l'heure actuelle les positions à l'Assemblée nationale, les EDS est membre du bureau de l'Assemblée nationale, où ils ont un vice-président à côté d'un président RHDP. C'est une situation nouvelle. Parce que par rapport à 2015-2016, c'était inimaginable. C'est même ce qu'on nous reprochait. Pourquoi une proximité avec le RHDP? Aujourd'hui, tout cela ont fait amende honorable. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils peuvent siéger dans une même institution avec le RHDP. Ils participent aux obsèques en même temps que le RHDP du feu le président Amadou Soumaoro. Ce sont eux-mêmes qui prennent la parole pour présenter le don de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une décrispation réelle de la vie politique. Même s'il y a encore des sauts qualitatifs à faire. Le dialogue politique, cette décision finale que vous avez signée, ça stipule quoi? Qu'est-ce que ça nous dit en grande ligne? Bon, les grandes recommandations portent à la fois sur l'environnement de l'environnement politique, donc la question des prisonniers qu'il faut libérer, etc. Le dossier de la désobéissance civile qu'il faut vider, sur aussi les réformes au niveau du découpage des circonscriptions électorales, au niveau du financement des campagnes électorales lors des présidentielles, au niveau de la recomposition de la commission électorale indépendante qu'il faut rendre suffisamment représentative, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les nouveaux partis comme PPACI ne sont pas représentés dans le bureau de la commission électorale indépendante au niveau central. Ensuite, il y a les commissions locales qu'il faut aussi reconfigurer. Et donc, il y a un certain nombre de questions liées au cadre juridique de l'élection sur lesquelles il y a eu des engagements, à savoir qu'il faut les changer. Et il a été demandé à la commission électorale indépendante de faire des propositions dans le respect des critères qui ont été avancés par les uns et les autres. Donc, c'est les seules questions sur lesquelles il y a eu très peu d'avancées. Ce sont les questions liées à la situation du président Gbagbo, à ses émoluments, la question de la situation du premier ministre Soro Diom qui a été évacué. Donc, il y a eu des questions qui n'ont pas connu véritablement d'avancées, mais d'autres sur lesquelles il y a eu des propositions qui ont été faites. Maintenant, il faut passer à la mise en œuvre, parce que dans tous les cas, il faut des textes pour consacrer ce qui a été décidé. Et ce sont ces textes-là que nous attendons.